Bonjour à tous. Pour ce webinaire, nous nous posons donc la question de savoir si le high yield est risqué et en l'occurrence s'il est trop risqué. Si on regarde le marché obligataire sous l'angle de la dette d'État, eh bien on voit que sur les 20 dernières années, on a des dettes d'État qui se sont des rendements des dettes d'État qui ont baissé. Si on se place même sur plus longue période, 30 ans ou 35 ans, on voit qu'on a la même baisse des taux. Nous vous avons mis trois événements de ces 10 dernières années, ou un peu plus. La crise de 2008, vous voyez que les dettes d'État, celles qu'on a sélectionnées dans ce graphique, donc la dette allemande, la dette américaine et la dette italienne, eh bien, vous voyez qu'elles sont assez fortement resserrées en 2008, jouant le rôle de valeur refuge. Vous voyez à l'inverse, en 2011-2012, au moment de la crise des dettes périphériques, donc les dettes périphériques, c'était les dettes italiennes, grecques, espagnoles et portugaises. Vous voyez que le rendement des dettes italiennes s'est fortement écarté à ce moment-là sur des craintes de défaut de certains de ces pays qui n'ont pas eu lieu. Et enfin, nous vous avons mis les tensions commerciales et les risques de ralentissement économique en Europe et aux États-Unis. Ça, c'est l'année 2018 et le début de l'année 2019. Et vous voyez que là encore, les dettes d'État ont joué un rôle protecteur, c'est-à-dire qu'elles se sont assez fortement resserrées et que sur un certain nombre de ces dettes, on a atteint des niveaux bas, voire les plus bas historiques. Si on se place sur les trois dernières années, on voit effectivement qu'on a un léger resserrement sur ces trois dettes. On a atteint le plus bas historique sur la dette allemande à moins 0,72%, sur le 10 ans allemand. Le 10 ans italien, lui, a atteint un plus bas à 0,80. Et très récemment, la dette américaine à 10 ans également a atteint un de ses plus bas à 1%. C'est pas le plus bas historique, mais ça reste un niveau très très bas. Dans ce contexte, effectivement, on peut se poser la question, est-ce que la baisse de taux est terminée? Ça, on va voir qu'on a encore quelques mois, voire plusieurs mois de taux bas, et comment faire pour rémunérer le risque qui est pris sur le marché. Qu'est-ce qui fait que nous avons un univers de taux bas? C'est que les banques centrales sont dans la manœuvre, la Banque centrale européenne notamment sur les 5 dernières années. On a vu qu'elle a mis en place des programmes de rachat d'actifs depuis 2015, des actifs qui étaient initialement des actifs d'État, qui sont devenus ensuite des actifs obligataires corporate. Donc la Banque centrale s'est mise à racheter des dettes d'entreprises privées investment grade, donc les mieux notées. Et elle a terminé ce programme à la fin de 2018, même si elle continuait encore à racheter, elle continue encore à refinancer les coupons et les tombées d'obligations, mais elle ne remettait plus de nouveaux cash sur la table. Et à cause de ce qui s'est passé en 2018-2019, les tensions commerciales entre la Chine et le reste du monde et les risques de ralentissement économique en Europe notamment, elle a relancé un nouveau plan qu'elle a annoncé le 12 septembre. Elle en a profité pour baisser à nouveau ses taux, c'était la première fois depuis 2016, et elle a annoncé un nouveau programme de rachat, 20 milliards d'euros par mois à partir de novembre 2019, autant que cela serait nécessaire. L'autre nouvelle importante, c'est effectivement que Christine Lagarde a pris les rênes de la Banque centrale depuis le 1er novembre. Il est certain qu'elle va imprimer sa marque. Elle l'a souligné, elle a dit qu'elle ne serait ni colombe, donc elle ne serait pas adepte de relance budgétaire, ni faucon, donc elle ne serait pas non plus adepte de l'orthodoxie budgétaire, donc elle va nous présenter probablement une troisième voie. Elle a annoncé qu'elle serait chouette, et là-dessus, elle a annoncé également qu'elle va nous passer en revue les différents outils de politique monétaire pour s'assurer que ceux-ci sont bien efficaces. On a connu un peu les mêmes mouvements aux États-Unis, puisque la Fed, elle aussi, a beaucoup intervenu sur les marchés. Elle avait commencé à remonter les taux et finalement, elle a changé son fusil d'épaule il y a quelques mois, et il y a quelques jours, fin février, même début mars, elle a annoncé une nouvelle baisse des taux pour faire face à l'épidémie de coronavirus, dont on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Si on regarde le marché du crédit, pour aller prendre un peu plus de risques, donc aller sur la dette d'entreprise,
donc les dettes corporate, les dettes d'entreprises privées et les dettes des banques. Vous avez les spreads de crédit des indices iTraxx, l'iTraxx Main, qui est l'indice investment grade, donc catégorie d'investissement en orange, et en vert, l'iTraxx Crossover, donc qui est le high yield, le haut rendement. Donc vous pouvez constater certains pics de volatilité qu'on a pu connaître ces dernières années. Vous pouvez également constater le pic de volatilité des dernières semaines sur le risque lié au coronavirus. Ces indices, ils avaient atteint les plus hauts autour de l'année 2008-2009 sur la crise des subprimes et ils se sont fortement resserrés depuis quelques mois. On a vu que ce resserrement, on avait fait un trajet exactement inverse sur la dernière semaine du mois de février. Donc on voit que ce sont que la volatilité de marché sur le crédit est extrêmement importante. Nous avons voulu dans ce slide vous décomposer un rendement obligataire de deux obligations. Donc regardez une obligation investment grade, mieux notée à 10 ans et regardez une obligation à yield pour vous montrer que en prenant une obligation investment grade à 10 ans, on a en moyenne un rendement de 0,5%. Donc, on va prendre le risk-free rate qui est négatif, c'est le taux des emprunts d'État du pays équivalent. Donc, en Europe, ça va être l'Allemagne, du pays de référence. Vous avez ce qui s'appelle le swap spread, qui est la valeur par rapport à la courbe des swaps qui est légèrement positive. Et surtout, ce qui est plus important, et ce que nous, on va regarder, le crédit spread, le spread de crédit, donc qui va refléter la qualité de crédit de l'émetteur sur lequel nous allons investir. Et ce que vous regardez dans le graphe que vous avez face à vous, c'est que pour avoir 0,5% de rendement à 10 ans, il faut effectivement, on aura un spread de crédit de 0,70%, mais entre guillemets, on sera forcé d'investir sur longue période. Si on va regarder les obligations à yield, donc au rendement, pour avoir un rendement autour de 1%, 20%, on peut aller sur des obligations beaucoup plus courtes. Dans l'exemple qu'on vous a pris, c'est une obligation à 3 ans. Vous avez le taux se décompose de la même manière, sauf qu'effectivement, le swap de crédit, il est beaucoup plus important puisqu'on est sur du high yield, donc il y a un risque plus important. Mais comme vous êtes sur une dette relativement court terme, vous avez davantage de visibilité sur l'obligation sur laquelle vous allez investir. Donc, pour aller chercher du rendement, il faudra soit accepter d'allonger la maturité, soit descendre un peu en notation. Ce slide vous montre les taux de défaut du marché high yield qui sont toujours relativement bas ces dernières années. On voit que le taux de défaut de Moody's à 12 mois pour les dettes européennes, il est de 3,5%, il est de 4,5% pour les dettes américaines, il est en légère hausse ces derniers mois. Quand on regarde le taux réel, et là il y a un écart entre, et depuis longtemps, notamment en Europe, sur le taux qui est calculé à 1 an et le taux réel, on voit que le taux réel, il est beaucoup plus faible puisqu'il n'y a eu que 1,54% de défaut, alors qu'aux États-Unis, on a un taux réel et un taux de défaut anticipé qui sont quasiment sur le même niveau. Vous avez ensuite le niveau de taux de défaut calculé par l'agence S&P. Vous pouvez voir que on est quasiment sur les mêmes niveaux. Donc, on a des taux de défaut qui restent historiquement bas. Vous voyez les deux pics, le début des années 2000 avec la fin de la crise de la bulle Internet et des télécoms, et 2008 où vous voyez une hausse des taux de défaut due à la crise des subprimes. Quand on regarde notre marché à yield, on voit que c'est un marché qui a eu un gisement qui a énormément grandi ces dernières années. On a une croissance du marché à yield en termes de volume d'émissions qui a grossi de près de 130% sur les 10 dernières années. Donc, c'est un marché qui commence à devenir important. Il a grossi pour deux raisons. Il a grossi parce qu'il y a les fameux fallen angels, les anges déchus, qui sont les sociétés qui étaient notées investment grade et qui sont passées en high yield à la suite de la crise de 2008. Mais il y a également tout un tas de sociétés de taille plus modeste qui sont venues sur les marchés obligataires pour diversifier leurs sources de financement et pour profiter de la flexibilité du marché obligataire. Donc, on voit que c'est un marché qui est
en croissance en termes de gisement, ce qui fait on peut avoir effectivement trouvé beaucoup d'opportunités sur ce marché. Comment est composé ce marché? C'est un marché qui est bien diversifié. On voit que quand on regarde le high yield européen, eh bien c'est un marché où les financières, les obligations financières ne représentent que 26%. Quand vous regardez le marché investment grade, les financières représentent plus de 50% du marché investment grade. On a également un marché qui est de relativement bonne qualité. Quand on regarde par rapport au marché américain, vous voyez qu'on a dans notre gisement à yield 72% d'émetteurs WB. WB, c'est la notation inférieure, juste inférieure à l'investment grade, donc juste en dessous du triple B. Donc on voit qu'on a un marché qui est de relativement bonne qualité par rapport au marché américain où la partie WB ne représente que 50%. Quelle stratégie implémenter sur le marché à yield? Et bien voilà, vous avez représenté avec ce panier les meilleures notations en haut, les plus basses notations en bas. Il faut mettre un peu à part le non noté, puisque le non noté, vous pouvez avoir des très belles sociétés qui ont choisi de ne pas être notées. Je pense par exemple à Air France, qui a une qualité de crédit malgré tout assez satisfaisante. Et la catégorie de notation que nous privilégions, c'est la catégorie crossover, donc celle qui est à cheval entre le high yield et l'investment grade, donc le meilleur du high yield, le WB, le plus bas, on va dire, de la catégorie investment grade, le triple B. Et on pense qu'il y a toujours de la valeur dans cette catégorie de notation. Et comme je soulignais avant, on a vu énormément d'émissions obligataires ces derniers mois sur cette classe d'actifs. Qu'est-ce qu'il faut faire sur le marché à yield? Deux types de stratégies à implémenter, c'est assez classique. D'abord, des stratégies dites de bond picking. Donc, on va vraiment aller chercher de la valeur relative suite à, on va dire, un problème de valorisation du marché. On va aller rentrer une obligation sur laquelle on va vraiment jouer le resserrement des spreads. Donc là, ça va être une position relativement court terme. On va la rentrer pour quelques semaines, quelques mois. Et dès que l'écart de valorisation par rapport au secteur ou par rapport à la notation sera résorbé, on sera amené à sortir cette position. Et le deuxième type de position, ce sont des positions de portage, où là, on va conserver ces positions jusqu'à la maturité. On va vraiment jouer le rendement, donc qui est généralement plus faible, mais on va les détenir jusqu'à la maturité. Donc ça veut dire qu'on a entre guillemets moins de crainte ou même pas du tout de crainte sur le risque de remboursement de ces dettes. Quelques éléments et quelques règles qu'on applique dans notre démarche d'investissement. C'est d'abord aller toujours investir sur les dettes les mieux notées en ESG, donc en environnement social et en gouvernance. C'est vraiment aller chercher ce qui est le mieux noté pour favoriser une performance vertueuse ou de plus en plus vertueuse. Ce sont ensuite aller investir de manière diversifiée en termes de secteur, en termes d'émetteurs et en termes de notation. S'assurer que, et c'est très important, que le rendement de l'obligation qu'on va rentrer en portefeuille, il est en adéquation avec le risque que l'on prend, pas simplement en termes de notation. Et enfin, on garde toujours cette vue positive sur les dettes les plus courtes, parce que effectivement, on estime qu'on a beaucoup de visibilité ou plus de visibilité sur les dettes les plus courtes. Je vous ai mis ensuite quelques exemples. D'obligations que nous avons dans nos portefeuilles. On a notamment l'émetteur Corian, donc c'est dans le secteur des maisons de retraite. C'est une dette convertible perpétuelle qui a un call en 2023. Je vous ai mis une dette BFCM également perpétuelle, donc qui est dans le secteur des banques. Je vous ai mis ensuite Louis Dreyfus dans le domaine des produits, de la transformation des produits agricoles, une dette très courte 2020 que nous avons dans nos portefeuilles, donc qui rembourse à la fin de l'année, et Elis dans le secteur de la santé, tout ce qui est sanitaire et nettoyage sanitaire, une dette 2023. Ce sont quelques exemples de dettes que nous avons dans nos portefeuilles. Un élément important, c'est le suivi des risques. D'abord, il y a nécessité de bien monitorer les risques, j'ai envie de dire ex ante, c'est-à-dire avant de prendre une position, donc de regarder quel va être l'impact d'une position
dans nos portefeuilles, dans les différents ratios que l'on suit, pour voir si effectivement on ne déséquilibre pas totalement notre portefeuille. Regardez aussi la question de la liquidité, qui est une question importante et qui a été source de beaucoup de questionnements, notamment en 2018-2019. Et ensuite, un contrôle ex post qui est fait soit par les équipes de risque, soit par la gestion, où là, on va faire différentes mesures de risque et on va également suivre les notations pour s'assurer que dans la durée, une position qu'on a en portefeuille, eh bien, elle remplit toujours les critères qui font que on a investi dessus au moment où on est rentré sur cette position. Deux expertises que l'on peut mettre en avant chez Cogefi Gestion. La moins risquée avec Cogefi High Quality Bond, qui est un fonds 100% investment grade, qui a une duration autour de 4, inférieur à 4, 3,78, et un rendement estimé qui est relativement modeste à plus 0,31%. C'est un fonds avec une vue plutôt conservatrice et que vous pouvez investir sur des par I et des par P. Et un deuxième fonds, le fonds Cogefi Short Term Bond, sur lequel on va dire quelques mots, qui est un fonds patrimonial mais plus risqué. C'est un fonds où il y a beaucoup de high yield. Il a une note moyenne de double B+, une duration courte, comme je l'ai dit, donc 1,91, et un rendement estimé à maturité de 4,30%. Vous pouvez retrouver sur ces deux fonds tous les éléments, le reporting, le DC, le prospectus, sur notre site internet. Quelques mots sur Cogefi Short Term Bond. Le fonds est investi sur 57 émetteurs et 25 sous-secteurs, donc c'est un fonds qui est bien diversifié et on a le soin d'essayer de le diversifier toujours davantage, de profiter des opportunités pour essayer de rentrer davantage d'émetteurs et d'être très représentatif et le plus représentatif possible en termes de secteur. C'est un fonds qui est majoritairement investi sur des dettes corporate de la zone euro, 92%, et un fonds qui a une exposition aux dettes françaises très importante, 50%. On estime que on a un savoir-faire sur tout ce qui est européen et notamment tout ce qui est français, et qu'on a plus de facilité à aller rencontrer les sociétés, soit lors de roadshows, soit de one-to-one, soit de présentations faites par des sociétés qui nous fournissent de la recherche. Donc effectivement, on a plus de facilité à suivre un univers qui nous est proche. Le rating moyen, je l'ai dit tout à l'heure, de ce fonds, c'est double B+. Donc c'est un fonds qui a une partie investment grade importante, une partie double B importante également. On a également du non noté, comme je le soulignais tout à l'heure, dans le non noté, vous avez des émetteurs et des émissions qui peuvent être assez différentes. Vous pouvez avoir des obligations non notées, mais de très beaux émetteurs, je pense à des banques par exemple, et vous pouvez avoir des émetteurs qui ont fait le choix d'être non notés. Donc dans ces 25 et quelques pourcents, 22% de non notés, effectivement, il faut aller trier le bon grain et l'ivraie, puisque tout n'est pas à considérer de la même manière. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur ce fonds en 2020 ? D'abord, c'est un fonds qui est assez diversifié, qui a encore un potentiel d'appréciation sur l'année qui vient avec le soutien des banques centrales. Et on l'a vu avec ce qui a été annoncé il y a quelques jours où la Fed a à nouveau baissé ses taux. On écoutera ce que la Banque Centrale Européenne dit dans quelques jours et quelques semaines sur le sujet. Donc, on voit qu'il y a un soutien au marché du crédit, un soutien qui se fait d'abord, bien sûr, au marché investment grade, puisque la BCE achète des dettes investment grade, mais on verra que ça a tendance à soutenir tout le marché. On estime qu'il y aura encore beaucoup de rappels de dettes, donc de dettes qui seront collées par les émetteurs dans un contexte de taux qui va rester bas pendant encore assez longtemps. Et les émetteurs, que ce soit les banques ou que ce soit les émetteurs corporate, ils auront toujours intérêt à aller se refinancer à bon compte. Enfin, nous pouvons considérer qu'il y aura encore de la volatilité, et on l'a vu ces derniers jours, on aura encore de la volatilité en 2020, donc il faudra être très sélectif en termes d'émetteurs, de notation et de secteur, et s'assurer que effectivement on reste sur ce biais court qui fait la spécificité de ce portefeuille, donc avec une duration inférieure à 2. Je pense que la correction et la très forte correction qu'on a connue ces derniers jours, qui va s'estomper petit à petit, offre de nouvelles opportunités de marché.
Quelques éléments juste de conclusion. Donc, comme je l'ai dit, ça sera un marché encore très volatile et dans ce contexte de soutien des banques centrales, eh bien, on pourra toujours privilégier le high yield court. Donc, si on répondait à la question, on pourrait dire qu'on peut toujours investir sur le high yield en étant très sélectif et en allant chercher, comme je disais tout à l'heure, en triant le bon grain et l'ivraie pour aller chercher le meilleur du high yield à mettre dans nos portefeuilles. Quelques éléments maintenant sur un risque exogène qui est survenu il y a quelques jours, le coronavirus. On a vu que effectivement le coronavirus était arrivé dans l'actualité de nos marchés il y a quelques jours, alors que pourtant on en parlait depuis quelques semaines et que le virus touchait notamment la Chine. On a vu que c'était arrivé sur le marché européen quand il y a eu les premiers cas, notamment en Italie. On a vu qu'il y a eu une très forte correction des marchés, moins 12% sur les actions, des très forts écartements de spread de crédit pour revenir aux indices que je mettais en exergue tout à l'heure. On a eu un écartement de 80 points de base sur l'ITRAX crossover et de 25 points de base sur l'ITRAX main. Et on a vu que le marché des dettes d'État avait joué, comme d'habitude, un peu son rôle de valeur refuge. Donc, il est certain que le marché n'avait pas du tout pris ou très peu pris en compte ce risque qui est exogène, même s'il va avoir des conséquences. Il va avoir des conséquences sur la croissance mondiale, puisque la croissance de la Chine, notamment, ne sera probablement pas à la hauteur de ce qu'on peut escompter aujourd'hui. On est conscient que l'aversion au risque va perdurer pendant les prochains mois, donc ça nécessitera d'être toujours très sélectif et de garder un volant de liquidité assez important pour se couvrir contre les différents mouvements de marché. Et le dernier élément, c'est qu'effectivement les perspectives bénéficiaires qu'on attendait en 2020 de progression des résultats des entreprises seront certainement revues à la baisse, mais on considère que ce risque sera dépassé dans les prochains mois, même si cela prendra un peu de temps et que ça amènera encore de la volatilité dans les prochains mois et les prochaines semaines.